qui sont les acteurs de demain des établissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque un trio pour bousculer, déverrouiller un peu cette gouvernance en interne avec celui, le révolutionnaire Philippe de Normandie, et puis à côté de lui, Jean-Marie Barbeau, qui serait un petit peu celui qui, en douceur, en connaissant le système, va le déverrouiller, mais soft power, on va dire, d'une certaine manière. Et vous le faites d'ailleurs avec là aussi un ouvrage qui arrive dans les prochaines semaines, que l'adresse fait pour refonder le dialogue social au sein des établissements. Alors il y a beaucoup de choses, vous clamez ce qui est quelque chose de récurrent, la mise en place d'un jardin social, le toilettage d'un certain nombre de règles juridiques bien évidemment, et aussi évidemment de repenser un certain nombre d'instances pour à la fois les décomplexer, les simplifier, puis les ouvrir aussi. Et vous partez d'un constat qui est assez voisin finalement de celui que fait Philippe de Normandie, que la gouvernance intérieure des hôpitaux, elle a 3 torts. Elle est complexe, elle est cloisonnée et elle est déséquilibrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Alors, concernant la gouvernance hospitalière, le système qu'on connaît aujourd'hui, en 2018, finalement, c'est le résultat de 3 réformes. On a eu 2005, ce qu'on appelait la nouvelle gouvernance et la mise en place des pôles. On a eu 2009, la loi HPST, et puis on a eu 2016. Et puis, si j'ai bien compris, on va avoir 2018. Donc l'hôpital, en 13 ans, aura connu 4 réformes. Et quand on fait le bilan en termes d'organisation interne, de représentation, on s'aperçoit que pratiquement chaque réforme a ajouté des instances, 6 d'un coup avec la loi de 2016, et qu'on n'a jamais enlevé une instance. Avant de venir, hier soir, j'ai appelé une collègue de CHU, et puis je lui ai dit, écoute, j'interviens demain, il y a combien d'instances dans ton CHU? Et puis on a commencé à faire le compte des comités, des commissions, etc. On s'est arrêté à 40. Il faut dormir après aussi. On s'est arrêté à 40. Le résultat aujourd'hui, c'est que la réalité d'un dirigeant hospitalier, la réalité d'un responsable médical, c'est que l'essentiel du temps, aujourd'hui, à l'hôpital public, il est consacré à la réunionite, et que c'est un fléau. Moi, je considère que la réunionite est un fléau. Ce n'est pas une fatalité. On n'a pas toujours connu, moi j'ai l'âge d'avoir connu une autre époque où effectivement on passait son temps en réunion, mais on ne passait pas l'essentiel de son temps en réunion. Donc la gouvernance, elle est devenue très complexe, elle est devenue parfois incompréhensible. On était il y a 2 ans au Danemark, on a visité 2 CHU au Danemark. La gouvernance au Danemark, elle est très simple. On a vu des CHU où il y avait 10 000 agents et 1000 lits. 10 000 agents et 1000 lits, et la gouvernance, c'est un comité d'établissement, point. Et puis après, vous avez des sous-commissions. Donc moi, je crois beaucoup je tenais à le dire, parce que c'est tout sauf une fatalité. En plus, et là je rejoins ce que disait Philippe, il y a un problème de gouvernance qui est récurrent à l'hôpital, c'est que ça reste pratiquement depuis 1958, puisqu'on fête les 60 ans, ça reste une gouvernance cloisonnée. Et on a ce cloisonnement qui devient pour moi insupportable entre le médical et le non médical. D'ailleurs, cette bizarre manière d'appeler ceux qui ne sont pas médecins des non médicaux. Et l'hôpital, c'est quand même un drôle d'univers où il y a les instances des médecins et les instances des soignants. Il y a la commission médicale et il y a la commission des soins. Chacun a son statut, qui bien évidemment ne correspond pas. Chacun a son organisation et chacun a sa gestion du temps de travail. Et il faut tout le talent de l'ANAP et de ses experts pour élaborer des guides qui nous apprennent à harmoniser et à synchroniser. Il y a quand même eu 2 rapports de l'ANAP qui nous apprennent à synchroniser le temps médical et le temps non médical. Or, dans la réalité, au quotidien, les équipes médicales et soignantes, elles travaillent bien ensemble pour et autour du malade. Donc on a une gouvernance qui ne correspond plus du tout à la réalité
professionnels. Ça, c'est le problème du cloisonnement. Et par rapport à ça, justement, vous proposez finalement, et c'est assez intéressant, d'ouvrir et de repenser un certain nombre de ces instances. On ne va pas détailler l'ensemble des propositions que vous faites, mais il y a plusieurs instances que vous voulez un peu refonder. Il y a cette fameuse réunion des CTE et des CHSCT, qui est une vieille histoire, qui aujourd'hui vaut pour le privé, via les ordonnances. En quoi est-ce que c'est pour vous une mesure particulièrement intéressante par rapport justement à ces problématiques de cloisonnement ? Alors, le problème la question de l'instance unique, c'est une question qui est pour moi importante. L'adresse, c'est vrai, milite pour l'instance unique depuis des années. Donc, dans l'ancien monde, déjà, on parlait de l'instance unique. Bon, depuis maintenant, les nouvelles ordonnances du Code du travail, c'est devenu une réalité dans le privé. Alors, quel est l'enjeu de l'instance unique ? Pour moi, c'est d'abord une simplification. J'étais DRH, j'étais directeur. Personne ne sait vraiment ce qui distingue aujourd'hui les compétences du CTE et du CHSCT. En plus, on a un gros problème depuis la création des CHSCT dans les hôpitaux il y a une trentaine d'années, c'est que le CHSCT est régi par le Code du travail et donc les hôpitaux relèvent des juridictions privées et de la Cour de cassation pour le CHSCT. Donc on avait 30 ans avant la traduction du « en même temps » d'établissements publics qui en même temps relèvent du droit administratif et des tribunaux administratifs et du Code du travail et de la Cour de cassation. Il en résulte des situations absolument invraisemblables, confère la dernière décision de la Cour de cassation relative aux expertises du CHSCT. Vous voulez simplifier, mais vous voulez aussi ouvrir cette instance unique. Alors, je vais y venir. Juste pour rester sur les problèmes actuelle des instances représentatives du personnel, on a aussi, je dirais, une inflation des droits qui ont été accordés. Alors je sais que c'est un sujet un peu sensible et que les syndicats n'aiment pas trop qu'on parle de ce sujet. Vous vous souvenez que le rapport de Nicolas Perruchot, le rapport parlementaire de 2011, a été interdit à la publication. Il a été interdit à la publication parce qu'il avait relevé qu'il y avait dans la fonction publique 22 000 instances représentatives du personnel et parce qu'il disait qu'il y avait l'équivalent de 14 000 agents qui étaient entièrement détachés sur des fonctions syndicales. Dans un hôpital aujourd'hui de 1500 agents, le CHSCT, c'est 18 membres. 9 membres titulaires, 9 membres suppléants. Chacun de ces membres a des heures de délégation. Il a droit à 240 heures par an. Donc 18 par 240, je crois qu'on arrive à 4320 heures. Rien que pour les heures de délégation. Et je ne compte pas là-dedans les heures de réunion, les temps d'inspection, etc., etc. Donc il y a cela aussi qui fait que le système devient complètement fou, à tel point, parce que j'interviens beaucoup dans les hôpitaux sur ces thématiques, qu'il y a même des DRH qui renoncent même à vouloir comptabiliser. Donc simplification, et puis faire en sorte que l'instance unique, elle relève aussi désormais du Code de la santé publique et donc des juridictions administratives. Alors, maintenant, je vais répondre à votre question. Oui. Alors, peut-être que je vais faire sursauter Philippe, le révolutionnaire. Je pense que ça serait dommage que l'instance unique, qui a été annoncée par le gouvernement le 19 juillet, je tiens à le rappeler, donc, et qui va être mise en place dans la fonction publique, ça serait dommage qu'on se contente d'additionner le CTE et le CHSCT, de fusionner ces deux instances. Il y a le problème du cloisonnement médical et non médical dont j'ai parlé, et moi je serais partisan pour qu'à cette occasion, on introduise, alors on peut appeler collège, on peut appeler ça section médicale, car à ma connaissance, les conditions de travail, les risques psychosociaux, les TMS, ça concerne autant les médecins que les non-médecins. Et si je le dis, c'est parce que certains se souviennent ici qu'en 2013, c'était la proposition d'Édouard Couty. Quand Édouard Couty a fait le pacte de confiance, il a dit il faut
qu'il y ait des médecins au CHSCT, et c'est une proposition qui a été rejetée. Les choses avancent progressivement. Les choses avancent progressivement. Donc je pense que ça serait une mesure, je pense, de bon sens et intéressante d'associer les médecins à cette instance unique qui deviendrait un peu à l'hôpital le comité d'établissement consultatif. Et puis deuxième chose, alors ceux qui me connaissent depuis quelques années ne vont pas s'étonner, j'aimerais aussi qu'on en profite pour qu'il y ait une véritable représentation des cadres. Car les années passent, les réformes passent, et le cadre est toujours le grand absent de la représentativité. On a des représentativités syndicales qui sont bien établies, mais le cadre n'est toujours pas représenté.